protection des enfants. Merci. Merci. Est-ce que nous avons terminé avec les interventions de la Commission? Je crois que c'est le cas. Très bien. Monsieur Bostinaro. Merci, Madame la Présidente. Chers pétitionnaires, chers collègues, aujourd'hui est l'un de ces jours qui sont pénibles dans notre souvenir parce qu'il démontre les limites de notre union et les limites de notre projet. Et les abus qui peuvent se produire dans tel ou tel État membre, abus d'une autorité qui doit être donc limitée et problème qu'il faut résoudre. Dès les débuts de ma carrière, j'ai vu que les critères de Copenhague étaient destinés à mesurer le fonctionnement des institutions démocratiques d'un pays candidat. Cependant, je n'ai jamais imaginé qu'un jour les critères de Copenhague puissent être associés à des infractions aussi flagrantes et dramatiques de droits fondamentaux. C'est tout simplement incroyable, inimaginable. J'aime le Danemark et je fais toujours part d'une très grande appréciation par rapport au fonctionnement des institutions démocratiques dans ce pays. Mais à entendre la Commission et notamment les témoignages tragiques qui nous ont été proposés par les pétitionnaires, je dois attirer l'attention de la Commission sur plusieurs choses. Premièrement, où est le traitement égal des parents devant le système judiciaire? Il s'agit ici du droit fondamental des citoyens européens, des citoyens de l'Union européenne, à bénéficier d'un traitement égal devant un tribunal. Mais ce que nous disent les pétitionnaires, c'est qu'il y a manifestement une discrimination fondée sur la citoyenneté, sur l'appartenance ethnique, sur le fait que des citoyens de l'Union, lorsqu'ils sont mariés au Danemark, font l'objet d'un traitement différent de la part des autorités judiciaires. Ceci enfreint le droit européen. Si, chez moi en Roumanie, les autorités osaient traiter qui que ce soit de cette façon, je serais le premier à demander des sanctions contre le pays concerné, parce que c'est tout simplement inacceptable. Il s'agit aussi des droits en matière de procédure de tout citoyen européen, droit à un traitement équitable. Et mais nous voyons maintenant que une partie est traitée par les tribunaux de façon privilégiée et l'autre se trouve toujours dépossédée. C'est l'expérience partagée par les pétitionnaires, toutes privés de leurs droits fondamentaux. C'est encore une fois inacceptable. Il ne s'agit pas ici de la Russie ou d'autres États tiers, mais d'États membres de l'Union européenne. De quoi s'agit-il encore? De décisions prises par la police de confisquer ou de conserver le passeport d'un ressortissant de l'Union, ce qui représente clairement une violation du droit fondamental à la libre circulation. Même dans des États non membres, une décision de conserver le passeport d'un individu, ce qui revient à limiter, restreindre le droit de la personne concernée à résider, à demeurer sur le territoire de l'État concerné, exige une ordonnance de la part d'un tribunal, alors qu'ici, il s'agit d'une simple décision de police. Et ce serait acceptable juste parce que ce serait la police danoise? Certainement pas. Ensuite, il s'agit d'une ingérence manifeste et brutale des autorités publiques dans la vie des familles, dans la vie des parents et des enfants. À Sparte, c'était les lois draconiennes qui statuaient quant aux enfants, ceux qui étaient bons et ceux qui n'étaient pas bons. Les enfants souffrant de handicap étaient destinés à mourir. Est-ce que nous pouvons accepter que chez nous, en Europe, les autorités publiques de quelque État que ce soit s'arrogent le droit de décider ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui est mal? Enfin, du point de vue de la vie des familles,
de la vie des parents et des enfants. Peut-on accepter que des décisions soient prises de façon aussi partiale? C'est tout simplement choquant. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis profondément attristé et je ne peux pas vous dire la douleur que je ressens à entendre ces récits de souffrances incroyables. Et lorsqu'une autorité publique dépossède ainsi un parent de son droit fondamental, ne serait-ce qu'à avoir accès à son ou à ses enfants, à rendre visite aux 10 enfants, est-ce qu'on peut en plus emprisonner une telle personne pendant 6 mois, 2 semaines ou ne serait-ce qu'15 jours, juste pour avoir essayé d'accéder à son ou à ses enfants? Est-ce que c'est un régime similaire à celui des nazis qui déciderait de la façon dont nous devons conduire nos affaires privées et mener notre vie famille? Excusez-moi de tenir des propos aussi forts, mais je suis moi-même parent. Et j'ai perdu une petite fille qui avait une leucémie, et je sais ce que ces choses veulent dire. Comment prend-on des décisions en dernier lieu sur les questions les plus sensibles qui soient lorsqu'il s'agit du droit d'un parent? Je trouve que ça ne pourrait être plus choquant. Excusez-moi. No, please apologize me for this. Désolée, mais je suis très émue. Et mon dernier commentaire était sans doute empreint d'émotion, mais je pense que ça ne peut pas continuer de cette manière. Nous ne pouvons pas tolérer cette situation. On ne peut pas parler ici de business as usual. Il ne s'agit pas de droits de propriété intellectuelle ou de droits des échanges. Ce sont là des droits fondamentaux. Et je crois qu'il importe au moins de mettre en place des normes communes qui viendront protéger les enfants et les parents dans l'Union européenne. Alors, c'est vrai que nous sommes en période de campagne électorale. On peut très bien s'adresser à nos citoyens pour leur chanter les louanges du projet européen, construction européenne incroyable, positive. Mais qu'allons-nous dire aux pétitionnaires? Qu'allons-nous dire à tous les autres parents de l'Union européenne? On a entendu d'autres exemples. Alors, quel est le message que nous allons adresser? Et ici, je pose la question aux représentants de la Commission européenne. Comment répondre à ces pétitionnaires? Allons-nous accepter de rester passifs ou de fermer les yeux alors que ce sont des situations que nous connaissons, dont nous sommes témoins? Parce que être neutre en la matière, c'est être complice. Voilà, je m'en tiendrai là. C'est ma conclusion. Encore une fois, je suis désolée de cette émotion, mais lorsque nous parlons des droits de l'enfant, je pense que on ne peut rester de marbre. Il s'agit véritablement des sentiments humains parmi les plus précieux, et même les animaux bon, j'irais jusqu'à dire que les animaux font preuve d'humanité vis-à-vis de leurs enfants. Et je pense que lorsqu'il s'agit de droits de l'enfant, on ne peut rester indifférent. Nous ne pouvons tolérer ce type de situation. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être même inviter les pétitionnaires à saisir la Cour des droits de l'homme. Je sais qu'ils sont habilités à le faire, mais la question est de savoir pendant combien de temps encore ces enfants seront condamnés à être privés de père ou de mère. Combien de temps devrons-nous encore attendre avant un arrêt à Strasbourg, avant que les États membres ne soient forcés de respecter cet arrêt des tribunaux? Voilà, j'en reste là, merci. Merci. Merci, mais d'autres orateurs souhaiteront encore intervenir. Monsieur Iturgais, très brièvement. Je vous remercie, Madame la Présidente Baliadeli. Oui, effectivement, je vais essayer d'être bref.
Lorsque nous sommes allés au Danemark, Angela, Peter, moi-même, nous nous sommes rendus sur place dans le cadre d'une mission d'enquête et nous avons constaté une situation pour le moins inhabituelle. On l'a dit, bon, il est difficile de prendre la parole après mon collègue et ami Victor Bostinaro qui nous a fait part de cette tragédie personnelle qu'il a connue. Et c'est vrai qu'après cette intervention, il est difficile de se focaliser sur la question qui nous est soumise aujourd'hui. Parce que les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui ne sont que vraiment un exemple très limité de ce que nous avons constaté au Danemark. Nous avons pris connaissance de différents témoignages de ces mères, de certains pères également qui... lorsque nous étions sur place, nous ont raconté la tragédie qu'ils vivaient dans ce pays de l'Union européenne. Et c'est vraiment ça qui est grave. Ceci se passe dans un pays membre de l'Union. Il ne s'agit pas ici de parler d'un pays au centre de l'Afrique, en Amérique profonde ou en Afrique profonde. Non, ceci se passe dans l'Union européenne. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Des mères qui sont en prison, qui sont accusées, qui sont... internés qui souffrent de cette situation. Et on a vu également des enfants qui ont aussi des troubles psychologiques, qui présentent énormément de difficultés psychologiques, familiales, etc., etc. Et bon, le gouvernement danois viole des conventions, viole les droits de l'homme, nous l'avons constaté. Et voilà, est-ce là vraiment la politique progressiste, du moins diront certains, d'un gouvernement de l'Union européenne? C'est ce que nous avons vu sur place et bon, nous sommes à présent réunis pour aborder la question et je crois qu'il faut aborder le fond de la question. Alors on entend la Commission qui nous dit oui, nous sommes solidaires, mais il y a toujours des réserves et la réserve ici c'est la subsidiarité. La Commission nous dit qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité. Or c'est vraiment cela le problème auquel nous sommes confrontés. Ces mères, nous écoutons les tragédies dont elles sont victimes, on peut les promener ici de là, leur demander de présenter leurs problèmes, ensuite elles vont rentrer au Danemark et quel est le sort qui sera réservé à ces pétitions? Je pense que c'est véritablement la question qui se pose aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas en rester là, on ne peut pas se limiter à traiter de ces cas ici au sein de notre commission. Non, il faut aller plus loin et je crois qu'il faut saisir la plénière du Parlement européen. Tous les députés doivent être mis au courant de cette situation parce que c'est un véritable scandale en Europe. Alors, je ne sais pas pour ma part comment procéder, je ne sais pas comment on peut aller de l'avant, mais inéluctablement c'est là une des missions parmi les plus importantes qui est la nôtre au cours de cette législature. Merci. Oui, très bien, Monsieur Iturgais, je partage votre avis. Monsieur Boulon. Merci Madame la Présidente. Donc je voudrais aussi apporter mon soutien, enfin le soutien collectif de cette commission auprès des pétitionnaires qui se sont exprimés tout à l'heure et qui nous ont présenté les drames qu'ils ou qu'elles traversaient. Et il faut leur dire que de tous les sujets que nous traitons dans cette commission des pétitions, ces sujets-là sont vraiment les sujets qui sont les plus poignants et les plus dramatiques et les plus importants que nous traitions. Et quand je dis que nous traitons, je le dis avec beaucoup de modestie et de relativité, puisque en fait nous arrivons à résoudre et à aider sur des champs complètement différents, beaucoup plus rapidement des pétitionnaires que sur ce champ-là. Je voudrais rappeler que l'année de la citoyenneté, c'était en 2013 et c'est en 2014, qu'il n'y a pas de citoyenneté s'il n'y a pas de vie en société, qu'il n'y a pas de vie en société s'il n'y a pas de cellule familiale, et que la cellule familiale, c'est quand même le b.a.-ba et la base de notre vie en général. Alors, est-ce que cette question est une question européenne? On a quand même considéré que ces pétitions étaient recevables. Or, une des conditions sine qua non pour que ces pétitions le soient, c'est que déjà ça entre dans le champ de compétences de l'Union européenne. Donc oui, c'est un sujet qui est européen et qui n'est pas que du domaine de la subsidiarité, même s'il y a à respecter la subsidiarité, j'en conviens tout à fait. Il ne s'agit pas non plus de l'attaque d'une nation. Il s'agit, même si le Danemark rentre un peu dans le restaurant européen en prenant un menu à la carte, pour autant, il y a peut-être des incitations à le pousser à consommer de façon un peu plus collective. Alors non, ces drames-là et ces pétitions ne sont pas isolés. Nous avons déjà vécu, vous le savez, à propos du Jugendamt et de l'Allemagne,
Nous avons reçu des centaines et des centaines de pétitions sur les mêmes problématiques. Maintenant, nous voyons les mêmes sujets arriver en lien avec le Danemark. Donc, il faut dire aux pétitionnaires qu'ils ne sont absolument pas isolés et que même si la considération de chaque cas est un peu compliquée, il nous appartient, comme il vient d'être dit, d'essayer de trouver des solutions et dans notre commission des pétitions et de faire preuve un petit peu de pression et d'imagination. D'autant plus que ces cas-là ne sont certainement qu'une partie immergée de l'iceberg. Le droit de pétition n'est pas connu par tous les citoyens européens et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans ce même cas qui n'ont pas eu recours à la pétition. Bon, à propos on a une expérience à propos des séparations et des gardes d'enfants en Allemagne et je dois malheureusement avouer que, et vous le savez bien, que depuis 3 ans que nous traitons ces sujets-là, nous n'avons pas progressé sur ces points-là. Et pourtant, nous avons été force de proposition, fait des visites aussi en Allemagne, comme cela a été fait au Danemark. Les similitudes, c'est retrait subi du droit de garde, du droit de visite, les difficultés de se défendre, l'impression d'être abandonné face aux instances judiciaires administratives, le coût des démarches et la durée des procédures, au point que parfois les enfants deviennent majeurs, donc au bout d'un moment les procédures deviennent un peu caduques, des accusations toutes plus folles les unes que les autres, donc celle de vouloir parfois enlever les enfants, le harcèlement des autorités, le manque total de réponse, l'utilisation abusive du mandat d'arrêt européen aussi. La Commission européenne, à toutes les nombreuses questions écrites que j'ai posées à propos de l'Allemagne auparavant, qui concernent et ce qu'on a entendu aujourd'hui, se soustrait un petit peu ou se retranche derrière le droit communautaire et les décisions de la Cour de justice et les législations, la subsidiarité et les législations des États membres. Mais il faut aussi se souvenir que dans de nombreux cas, les législations des États membres des 2 membres du couple qui étaient formés auparavant s'opposent ou se contredisent et que parfois une justice d'un pays prend une décision et que la justice de l'autre pays prend une autre décision. Quid? Que faut-il faire? Qui a raison? Quelle subsidiarité faut-il reconnaître? Donc, certes, c'est sûr que ces sujets-là sont très compliqués à traiter et que les cours de justice, les tribunaux, le Jugendamt pour l'Allemagne, qui font en règle générale un travail cohérent et acceptable, ont parfois des dérapages. Et il appartient à chaque État membre de pouvoir proposer à ses citoyens une possibilité de recours digne de ce nom, pas un recours qui repasse devant les mêmes interlocuteurs. Donc, il y a aussi ce qui existe, c'est le Rome 3, qui indique aux parents qui vont se marier, même si c'est pas très glamour, qui indique aux parents qui vont se marier qu'ils ont le choix de la législation dans laquelle ils pourraient, en cas de divorce, se soumettre. Mais quel est le maire? Moi, je ne sais pas dans mon pays, en France, quel maire dans le moindre petit village a la connaissance de cette législation pour pouvoir l'indiquer aux couples binationaux qui se marient. Quel maire en Allemagne, quel élu au Danemark indique cette disposition? Je veux dire, c'est quand même, on prend des grandes décisions et puis après, plus personne s'occupe de les appliquer au plus près du terrain. Dans les propositions que j'avais faites à propos du Jugendamt, parce que l'Allemagne et l'Italie sont j'ai plus qu'une minute d'intervention, l'Allemagne et l'Italie sont 2 pays qui n'ont pas de médiateurs nationaux. Or, il me semble qu'effectivement, pour le citoyen européen, avoir affaire et avoir une possibilité de recours à un médiateur me semblerait la disposition la plus neutre possible et qui, en plus, respecte la législation du pays. Ça nous éviterait d'avoir à nous immiscer dans la législation du pays si effectivement il y avait des recours dignes de ce nom. Et je suis très étonné de ne pas avoir vu dans les pétitions qu'on a traitées tout à l'heure un lien fait avec le médiateur du Danemark, sauf une pétitionnaire qui l'a évoqué tout à l'heure en disant que le médiateur avait refusé de traiter son cas particulier, ce qui est un petit peu scandaleux. Mais moi je pense sincèrement qu'une des solutions, c'est aussi tout le réseau des médiateurs et le médiateur européen et tout le réseau fait avec les médiateurs de chaque État membre. Donc il en faut dans chaque État membre. Il faut que si un médiateur se soustrait à ses responsabilités, il puisse être ressollicité par le médiateur européen pour résoudre ces problèmes-là. Et je pense que ça, c'est peut-être la manière la plus soft qui soit pour apporter des aides aux citoyens européens. Et dernier point,
à force d'avoir des déceptions dans ces domaines-là, je pense aussi qu'il nous appartient, et nous, députés européens, nous sommes plus en facilité de le faire, il nous appartient de saisir les médias. Et je pense que les médias dans chaque État membre, en tout cas dans mon pays, peuvent aussi nous accompagner dans les démarches que nous portons pour sensibiliser chaque État membre quand il ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de ses citoyens. Bon, je sais que c'est un aspect très triste, très important, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, Monsieur Yar, soyez bref. Ah pardon, Madame Auken, d'abord. Oui, je vais m'exprimer en danois. Puisqu'il s'agit ici d'une administration publique danoise, et donc je veux être sûre de ne pas être mal comprise. Alors, une seule chose à l'adresse de Monsieur Boulan, parce que j'étais tout à fait d'accord avec son intervention. Mais il faut comprendre que le terme médiateur et le terme ombudsman, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en français, un ombudsman, c'est un médiateur, mais pour nous, un médiateur, c'est encore autre chose. C'est un peu différent de ce que nous appelons un ombudsman. Alors, nous sommes ici... et nous avons tous entendu des témoignages qui font mal au cœur. Nous sommes tous d'accord pour le dire. Et mes collègues ici, moi-même, nous avons entendu effectivement parler de ce type d'affaires et c'est déchirant. Alors, en tant que prêtre, cela faisait partie de mon travail, ça fait également partie de mon expérience. Mais en général, si on entend l'autre son de cloche, l'autre partie, c'est tout aussi déchirant, mais c'est différent. Alors bon, ce n'est pas notre tâche d'être les médiateurs dans le sens que l'entend Monsieur Boulan. On ne peut pas le faire ici, on peut le faire ailleurs. On peut essayer d'encourager les gens à se comprendre les uns les autres, mais ça n'est pas notre tâche. Et nous n'avons même pas la possibilité, même si ils étaient présents, l'autre partie, on ne pourrait pas leur dire tu as raison, tu as tort, et saisir telle ou telle administration, parce que on ne peut pas trancher la question comme s'il s'agissait d'un droit d'asile européen. Ce qui est injuste, c'est que vis-à-vis de nos pétitionnaires ici, c'est que eux ont eu la possibilité de s'exprimer. Et ils ont pu leur donner cette possibilité. Or, l'autre partie n'a pas eu cette possibilité. Je crois que le secrétariat aurait dû le dire. En fait, peut-être que autre erreur, c'est d'avoir dit à ces pétitionnaires ici que le fait de venir ici allait changer d'un iota leur situation. Ça n'est pas possible. Donc ça a été une erreur. Alors peut-être effectivement le Danemark est pire que tous les autres États lorsqu'il s'agit des droits des enfants. J'hésite un peu à le dire. Nous connaissons tous ce type d'affaires. Vous avez le cas avec la Jugendamt, mais on peut en retrouver dans tous les pays. Et ils sont tous extrêmement difficiles. Et de temps en temps, effectivement, il y a des défaillances des administrations publiques. Ça ne fait aucun doute. Mais ces questions doivent être traitées comme des erreurs de l'administration publique. Et c'est vrai que nous connaissons tous ces cas, mais nous ne pouvons pas les résoudre ici. Et je crois qu'il fallait le dire également clairement. Alors, je dois dire que je suis une grande partisane pour que le Danemark arrête sa situation de opt-out. Et effectivement, qu'elle se penche sur ces questions de droits civils qui ont entraîné tant de problèmes. Et j'espère vraiment que nous allons le faire. Et je dois dire que les autres États membres ont nié au Danemark des accords parallèles sur ces questions. Et donc, ce n'est peut-être pas entièrement notre faute, parce que nous aurions pu effectivement faire en sorte que cet opt-out soit résolu. Nous ne l'avons pas fait. Donc, pour cela, nous sommes coupables. Maintenant, je sais que c'est déchirant, que c'est difficile, ces situations, mais je dois dire que j'aurais voulu entendre également l'autre partie. Parce que est-ce qu'ils ont été contactés? Parce que de ce côté-là, je suis sûre que l'on pleure tout autant. Et je crois qu'ils ont également ce droit. Alors j'ai entendu dans ce genre d'affaires les pères et les mères pleurer. Et c'est vrai que il y a eu des discussions au Danemark quant à la façon dont notre législation parentale attribuait trop de droits aux parents par rapport aux droits des enfants. Mais
je dois dire que pour la moitié des cas qui nous ont été présentés ici, c'est le fait que les autorités n'ont rien fait lorsqu'il y avait ces contacts, ces demandes de contact. Donc cela va effectivement à l'encontre de cette tendance générale. Alors je le déplore, je remercie à la Commission d'avoir présenté un certain nombre d'opinions en général sur ces situations, mais je déplore également les interventions de certains collègues qui, à mon avis, étaient un peu déplacées. Je vous remercie. Thank you, Mrs. Auken. Well, I would suggest... Merci, Madame Auken. Eh bien, je ne sais pas, peut-être que les ressortissants non danois auront tendance à éviter d'épouser des conjoints danois avant qu'il y ait un changement de la législation. Oui. Alors, nos collègues Bertman et Hiddergeis ainsi que Victor ont pris position déjà. Et nous avions prévu 2 heures la dernière fois et nous avons continué à siéger jusqu'à minuit, y compris avec les interprètes. Et je pense qu'au vu de ce qui était présenté, il n'y avait pas d'autre solution. Nous étions obligés de poursuivre. Et comme on l'a déjà dit, nous avons eu des témoignages très émouvants. Et ça a été le cas aujourd'hui aussi. Alors, venons-en aux conclusions. J'adore le Danemark. Sur le plan économique, sur le plan humain, c'est un pays extraordinaire, mais j'ai eu l'occasion de dire déjà, y compris par écrit, que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Voici quel problème j'ai. Et je trouve extrêmement important que la Commission mette au point des lignes directrices relatives aux droits et aux responsabilités des parents en cas de séparation. C'est quelque chose de crucial parce que c'est méconnu. Si il y a citoyenneté européenne, cela veut dire également que les gens s'aiment, se marient, ont des enfants, mais il faut également penser à ces situations de séparation, de droit de visite, de droit de garde. Cela ne veut pas dire que les travaux de la Commission résoudront tous les problèmes. Il y a quand même encore le principe de subsidiarité, mais cette spécificité rend les choses plus difficiles. L'opt-out au Danemark. Je pense que pour autant, l'opt-out ne peut pas justifier de telles discriminations envers des citoyens européens. Cela n'est pas une carte blanche en la matière. J'en dirais plus si j'avais plus de temps de parole, mais j'aurais quand même encore une question à poser à la Commission qui ne cesse de m'occuper inlassablement. Avec ce opt-out, on a l'impression, en tout cas c'est mon impression, que le Danemark se retranche derrière son opt-out. On s'est rendu sur place et en fait c'est quelque chose qu'on nous a opposé. On a brandi l'opt-out en face de nous. Et voici ma question au sujet de l'opt-out. Il y a par ailleurs le droit international qui s'applique et le Danemark reconnaît le droit international, certes, mais pas entièrement le droit européen. Cela n'est pas acceptable non plus. Donc s'il y a un litige avec une partie danoise, par exemple, entre le Danemark et l'Autriche, on se retrouve dans cette situation. Le droit international donc doit s'appliquer alors que le droit européen entre les États membres, lui, ferait l'objet de réserves. Si on édicte de facto une interdiction de sortie ou d'entrée pour empêcher quelqu'un d'avoir un droit de visite, et pour finir, c'est quelque chose qui a été mieux exprimé. Comment agirons-nous en tant que commission des pétitions? Par ailleurs, sur le plan juridique, c'est la Cour européenne de justice qui doit tracer la voie. Mais nous devons, et j'en suis d'accord, communiquer. C'est l'une des rares armes dont nous disposons. Nous devons communiquer ceci vers l'extérieur.
faute de quoi nous serons condamnés à continuer de discuter inlassablement toujours des mêmes questions jusqu'à ce que la Commission prenne position. Alors la question centrale, c'est est-ce qu'un opt-out peut justifier ce type de discrimination à l'égard des citoyens européens? Je pense que non. Et à chaque fois que nous avons eu des discussions avec les acteurs concernés, on nous a toujours opposé cette clause d'opt-out. Je crois qu'il faut dire très clairement que l'opt-out ne peut en aucun cas justifier des discriminations à l'égard des citoyens européens. Pour finir, il y a également le droit des enfants ici qui doit être absolument inclus. Merci. Madame Danoka, oui, merci Madame la Présidente. Ce sera très bref. Je dois dire que je souhaite exprimer toute ma sympathie vis-à-vis des pétitionnaires, mais j'aimerais réfléchir à ce que nous pouvons faire pour essayer de contourner cette réponse axée sur la subsidiarité. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Yard. Nous ne devons pas baisser les bras. Mais pour profiter de la présence de la Commission, je souhaitais ajouter ceci. Très souvent, la Commission abandonne et les pétitionnaires viennent ici et vous êtes, Commission, les intermédiaires entre la Commission des pétitions, les membres de la Commission des pétitions et les États membres, les gouvernements. Or, dans ce dossier, nous voyons que les pétitionnaires interpellent les gouvernements, qui donnent des réponses très formelles et finalement, vous semblez vous satisfaire de l'attitude des autorités publiques. Mais nous n'obtenons pas nécessairement de réponses pertinentes. Les gouvernements ne prennent aucun engagement par rapport à des cas concrets ou à des violations concrètes qui sont épinglées par les pétitions. En règle générale, les réponses apportées par les gouvernements sont très simples et on n'entre pas du tout dans une analyse concrète des plaintes ou des accusations qui sont formulées. Voilà pourquoi, profitant de votre présence parmi nous, j'aimerais vous demander d'être vraiment insistant auprès des gouvernements et de les interroger. Nous voulons que les gouvernements respectent les droits des citoyens européens. Or, nous voyons très clairement que ces gouvernements négligent le rôle des institutions européennes et refusent de nous voir nous ingérer dans des questions qu'ils considèrent comme questions intérieures. Mais il ne s'agit pas de politique intérieure, il s'agit tout simplement de respect pur et simple de la Charte des droits fondamentaux et je pense qu'il faut insister auprès des gouvernements. Merci. Monsieur Becker. Mr. Becker, you asked to... Merci beaucoup, Madame la Présidente, chers collègues, chers pétitionnaires. Je vais être bref. Au vu de ces destins tragiques, et nous sommes forcés de constater que nous sommes face à une situation politique dans laquelle sont confrontées les questions de subsidiarité, la clause d'opt-out et surtout la question de savoir quelle est la limite. Donc toutes les propositions qui ont déjà été entendues dans le sens d'une pression politique et une pression médiatique vont dans le même sens, à savoir que ce soit là la première conséquence avant que l'on puisse avoir un débat en plénière et que cela influence également le Conseil et la Commission. Cependant, que ce soit la Commission ou le Conseil, je m'interroge quant à la créativité politique qu'on peut attendre de l'un comme de l'autre pour sortir de cette impasse. Parce que est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'attendre que cela advienne lorsqu'il s'agit des enfants et de leurs droits? On atteint véritablement la limite ultime de la tolérance possible. Nous devons donc exiger que dès à présent, immédiatement, la question de la modification du statut de l'opt-out soit la priorité la plus haute dans les attentes que nous avons à l'égard de la Commission et non pas le statut quo. Merci.
Peut-être vais-je commencer avec la Commission. Vous avez répondu, mais je regrette vivement que vous ne nous ayez pas donné de réponse plus précise. Est-ce que vous pensez ici que l'opt-out, ça suffit comme réponse? Est-ce que vous pensez que les gens sont vraiment complètement ignorants de l'existence de la Convention de La Haye? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est européen ou qui ne l'est pas? C'est une question que je vous adresse pour mes collègues qui parlaient de coopération plus étroite. Je dois vous informer que j'ai été en contact très rapproché avec des représentants de la Commission au sujet de plusieurs pétitionnaires. Malheureusement, la réponse a invariablement consisté à dire dans ce cas, nous pouvons aller jusqu'à cette limite, mais pas au-delà, à cause de l'opt-out. Et je me demande vraiment si l'opt-out nous permet encore, si l'opt-out nous permet vraiment de dire non à la Charte européenne des droits de l'homme, de dire non aux droits de l'enfant, de dire non à tout autre droit européen. Madame la Présidente, chers collègues et chers pétitionnaires, nous parlons ici d'un État européen qui est un État membre de l'Union européenne. Alors certes, il y a l'opt-out, d'accord, mais est-ce que ceci donne aux États et à cet État particulier le droit de dire non à la législation européenne et de dire non à ces droits de l'homme européen? Est-ce vraiment le cas? Est-ce que nous pouvons accepter un tel état de fait à l'intérieur de l'Union européenne? Sur le plan politique, nous sommes tous surpris de voir qu'il y a des tendances à l'extrême, à gauche comme à droite. Alors, Margaret, vous riez et j'observe, je note votre satisfaction. Mais si nous ne pouvons pas prendre soin de nos citoyens, nos concitoyens les plus jeunes, des pétitionnaires, est-ce que nous pouvons véritablement préserver l'intégrité de l'Union européenne en tant que telle? Oui, c'est ce que nous avons entendu. L'un des pétitionnaires s'est senti comme à l'époque de l'antisémitisme sous le régime nazi. D'autres ont fait des témoignages similaires. Est-ce que nous pouvons véritablement permettre que des hommes politiques s'arrogent le droit de bafouer ceux des pétitionnaires qui sont nos concitoyens en Union européenne? Est-ce que nous pouvons permettre que ces droits soient ainsi bafoués, foulés aux pieds? Les pétitionnaires ne peuvent pas accéder à leur enfant. Or, les enfants ont le droit d'être auprès de leur mère. C'est la mère qui est qui donne naissance à l'enfant. Donc, je pose ici la question. Est-ce que ces femmes, donc ces mères et parfois ces pères, sont traités comme des personnes humaines, ou bien est-ce que le Danemark ne traite pas mieux certains animaux que des hommes et des femmes? Ensuite, il y a d'autres choses que je souhaitais mettre en avant. Nous avons un problème avec les autorités. Pensez aux documents. Notamment dans un ou deux cas, des pétitionnaires présents aujourd'hui, on constate que des documents ont été délivrés indûment. Une femme est en mesure de prouver, par exemple, qu'elle dispose du document original et que quelques années plus tard, un autre document a été émis en faveur de la partie adverse, c'est-à-dire son ex-conjoint. Dans certains cas, nous voyons que c'est le droit d'accès aux documents qui se voit refusé. Est-ce que ceci fait vraiment partie de l'opt-out? Ou alors des cas de disparition pure et simple. Dans un cas, j'ai eu par exemple un appel téléphonique où une pétitionnaire me disait « Madame Bergman, qu'est-ce que je peux faire? Je dois vous appeler, je dois vous informer, parce que mes documents ont simplement disparu, il n'y a plus aucune preuve. » Est-ce que c'est quelque chose, chère Commission, que nous pouvons véritablement permettre? Nous devons poser la question à tous nos États membres. Est-ce qu'ils pensent que ceci est bon? Est-ce que c'est européen? Je ne pense pas.
Autre chose encore, je dois soulever ceci, nos enfants deviennent de facto des prisonniers. Nous avons pu l'entendre aujourd'hui, nous l'avons entendu également à l'occasion du déplacement de la délégation au Danemark. Ces enfants ne peuvent plus quitter le pays, alors qu'il y a une mère souhaitant partir en vacances avec son enfant, alors que ce soit pour quelques jours ou pour 3 semaines, et on lui refuse tout simplement le droit de partir en vacances avec son ou ses enfants, et elle est obligée de rester au Danemark. Est-ce que nous voulons vraiment priver nos enfants de la possibilité de voyager à l'étranger, de voir quelque chose d'un peu différent? Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nos enfants? Alors, on a parlé du médiateur. Chers membres de la délégation concernée, chers collègues, nous nous sommes rendus auprès du bureau du médiateur. Le médiateur nous a informés des compétences qui étaient les siennes. Nous avons entendu aujourd'hui ce que le médiateur en question a dit à l'un des pétitionnaires. Est-ce que nous pensons vraiment que c'est là le bon interlocuteur si nous sommes en présence de problèmes comme ceux qui nous ont été exposés? Et beaucoup de choses ont été dites, je ne souhaite pas le répéter, mais je crois que nous devons ici affirmer très clairement que nous sommes en présence d'un problème qui est systématique au Danemark. Parce que certes, ces problèmes existent ailleurs aussi, mais ici, nous sommes en présence d'un problème systématique. Et je pense que ce que nous avons entendu, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que moi, j'ai connaissance de centaines d'autres cas. Et si nous regroupons ces informations avec d'autres personnes qui ont elles aussi connaissance de plusieurs centaines de cas, au total, nous avons des milliers de cas. Est-ce que c'est normal pour un État membre de l'Union européenne? Alors, pour revenir maintenant à la question politique, je félicite les pétitionnaires, tous les pétitionnaires, pour le courage dont elles ont fait preuve pour s'adresser à nous et pour parler en public. Et je crois qu'il est très important que nous, en tant qu'Union européenne, soyons informés de ce qui se passe dans un État membre par ailleurs hautement estimé. Alors certes, je salue l'intention d'émettre des lignes directrices de la part de la Commission, mais à quoi cela nous mènera-t-il? Il faut également y penser, parce que très bientôt, il n'y aura probablement plus de couples binationaux. Parce que dans mon propre pays, j'ai entendu quelqu'un dire, il y a quelques jours, je ne vais pas épouser un non-autrichien ou une non-autrichienne parce que je ne veux pas me retrouver dans le genre de difficultés que les gens viennent exposer au Parlement européen. Et je comprends parfaitement le point de vue en question, au vu des conséquences que tout ceci peut avoir. En fin de compte, nous sommes tous d'accord quant à la nécessité de présenter ceci en plénière. Je l'ai déjà suggéré il y a 2 ans. Et tout le monde a dit non, c'est juste un cas isolé, c'est un problème individuel. Maintenant, nous pouvons voir que ces problèmes sont véritablement tragiques par leur nature et que ce ne sont en rien des cas individuels ou isolés. En gardant ceci à l'esprit, ainsi que tous les détails dont nous disposons, encore une chose, chère Commission, il y a eu une déclaration qui était une déformation complète des faits. Le cas Weihunter, vous avez présenté son cas d'une façon complètement déformée. Elle n'avait pas enlevé d'enfant. Donc cela a fait l'objet d'une correction qui a été communiquée en temps voulu. Et si la Commission, en fait, donne une version déformée des documents fournis par le Parlement européen, documents que le Parlement reçoit des pétitionnaires eux-mêmes. Et il s'agit de véritables documents à l'appui et non pas d'opinion. Je crois que ceci doit également être examiné. Je crois qu'il faut alerter tout un chacun du fait que les députés européens ne peuvent s'exprimer que sur la base de ce qui leur a été fourni et des recherches qu'ils ont pu mener. Ceci est également très important. Parce que certains remettent en question notre crédibilité et notre travail. Nous ne sommes certes en aucun cas une instance judiciaire, mais de par les obligations qui sont les nôtres en tant que membres de la commission des pétitions, nous devons accorder notre soutien aux pétitionnaires dans leurs efforts visant à trouver une solution et visant à rendre leurs enfants à ses mères et à ses pères. Merci beaucoup. Merci. Bon, ce matin,
Cette matinée a été particulièrement chargée. Monsieur Bustinaru. Bon, c'est vrai que tout ceci est particulièrement empreint d'émotion, mais j'aimerais faire abstraction de tout cela pour proposer une procédure. Question orale avec débat assorti d'une résolution. Ensuite, lettre adressée à la Commission pour l'inviter à réfléchir à un document qui envisagera la problématique à un niveau européen. Parce que, bon, le nom d'un pays, certes, c'est important, mais peut-être pas aussi important si l'on sait que ça se produit également dans d'autres États membres. Donc, je crois qu'il faut vraiment s'attacher à résoudre le problème et inviter la Commission, enfin, à nous présenter une solution juridique contraignante qui permettrait d'éviter dans l'avenir ce type de tragédie. Certains font preuve de sérénité. Oui, interruption de la présidente. Monsieur Bostinaru, eh bien, ça c'est le rôle du président et de la présidente. C'est ce que j'allais proposer. Alors, je conclus. J'ai raison, n'est-ce pas? Je conclus. Merci. Donc, cette journée a été particulièrement choquante. Et Shakespeare disait qu'il y avait quelque chose de mauvais au royaume du Danemark. Eh bien, effectivement. Non, j'ai pas fini. Effectivement, la question n'est pas exclusivement politique ni sociale, c'est en fait une question idéologique et je suis vraiment scandalisée de voir que ce sont des situations qui nous sont présentées en provenance d'un pays du nord de l'Union. Et cela met à mal l'idéal européen. Alors je m'interroge et je me demande ce que nos collègues du Parlement danois, collègues nationaux du Parlement danois font pour modifier la situation. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais peut-être que Madame Auken pourrait essayer d'informer ses collègues nationaux. Alors, qu'allons-nous faire à présent? Nous pouvons, c'est vrai, adresser une xème lettre aux autorités danoises dans l'espoir que ces autorités nous répondront. Bon, vous pensez que ce n'est pas opportun. David nous dit que si. Bien. Alors, bien entendu, le commissaire doit être immédiatement informé de façon urgente de tout ce qui entoure ces pétitions et du contenu de ces pétitions. Et on pourrait peut-être voir si l'on peut présenter une question au Parlement, question suivie d'un débat. Mais ce sont les coordinateurs qui aborderont la question. Voilà. Je dois vous informer du fait que le gouvernement danois a répondu à plusieurs reprises. Oui, je sais que la réponse ne vous satisfait pas, je le sais. Comment c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Nous devons conclure, je le regrette. La présidente remercie les pétitionnaires, remercie tous les collègues qui sont intervenus et espérons que la Commission nous présentera quelques pistes qui vous permettront d'étayer votre cas et que nous vous soutiendrons. Merci. Next meetings. No. The BI tends to keep open. Oh, all right. You know, the final issue was whether we keep or. La question était de savoir si l'on maintient cette pétition en suspens. Oui, 45-47 reste en suspens. Merci. Okay.